Le Goulmou en pleurs, Sa Majesté Kupiendjeli, 31e roi, s'en est allé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Intronisé en 2002, il totalise 17 ans de règne. À 84 ans, il ouvre la voie à sa succession. Situation tendue au grand marché de Bobo. Le comité de gestion monte au créneau pour dénoncer ce qu'il appelle des irrégularités. De quoi est-il exactement question? Explications et détails dans un instant. Le Cachemire, dans le creux de la tourmente, des centaines de personnes ont manifesté violemment contre la révocation du statut d'autonomie. L'ONU se dit préoccupée et accuse l'Inde de violations de droits de l'homme commises en toute impunité. L'Inde dénonce pour sa part une ingérence de fouineurs internationaux. Ce sont là les titres de ce trésor. Madame, Monsieur, bonjour. Un peu plus de 2 semaines après le décès du Dima de Boussouma, un autre baobab s'est écroulé cette nuit. Le Kupiendjeli n'est plus. Le 31e roi du Goulmou s'est éteint, plongeant son royaume et l'ensemble du pays dans les mois. Intronisé depuis décembre 2002, le Dima de Fada aura régné 17 ans sur son royaume situé à l'est du Burkina. Depuis 2007, il a toujours été élu député à l'Assemblée nationale. Le Kupiendjeli s'en est allé à l'âge de 84 ans environ, ouvrant la voie à sa succession. Avec consternation que j'ai appris la disparition de Sa Majesté Kupiendjeli, 31e roi du Goulmou, décédé dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août. Notre pays vient de perdre une des grandes valeurs de ses traditions et le Goulmou, un souverain écouté et respecté. L'homme de conviction, le Kupiendjeli, s'est toujours engagé pour la défense des valeurs cardinales d'unité, de paix et de vivre ensemble dans notre État-nation en construction. Le chef de l'État présente ses condoléances à la famille éplorée et à son royaume. Au marché central de Bobo-Dioulasso, l'entente n'est plus au beau fixe entre la mairie et le comité de gestion. Les membres du dit comité ont rencontré la presse pour faire part de leur mécontentement. Ce 15 août, à travers une déclaration liminaire, ils donnent des éclaircissements sur la situation. Le compte rendu avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Dans sa déclaration, Moustapha Lenga, membre du comité de gestion des marchés structurés de Bobo-Dioulasso et son staff donnent leur lecture de la situation qui prévaut au marché. La commune de Bobo-Dioulasso, par l'entremise du maire de la commune, décidait de la création d'un établissement public local à caractère économique dénommé Structure de gestion des équipements et infrastructures marchands, en abrégé SGMIM. En lieu et place de la SGM, structure de gestion des marchés de la commune de Bobo-Dioulasso, nous n'avions pas souhaité intervenir dans les feuilletons judiciaires qui opposent la SGM et le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, mais face au durcissement des positions des deux protagonistes qui semblent porter un sacré coup à notre seul et unique instrument de gagne-pain, qu'est le marché, nous sommes obligés à notre corps défendant d'en arriver là. Tout en dénonçant les accusations formulées à l'endroit du comité de gestion du marché, il lance un appel aux autorités pour un retour de la sérénité au sein des marchés de Bobo-Dioulasso. Dans tous les pays du monde, le marché a toujours été la chasse gardée des commerçants et personne ne nous dira le contraire sur ce point précis. Par conséquent, nous invitons les plus hautes autorités de ce pays à prendre des mesures idoines pour éviter des troubles au sein du marché central de Bobo-Dioulasso qui pourraient, si on y prend garde, porter un sacré coup à cette paix déjà fragile au Burkina Faso. Pour une bonne marche des affaires dans les différents marchés de Bobo-Dioulasso, les conférenciers demandent à l'ensemble des acteurs de se conformer aux décisions des structures telles le Conseil d'État et la SCLC.
Ils sont plus de 135 000 déplacés internes dans la province du San-Matenga et cela du fait de l'insécurité. Dès lors, se créent des besoins qu'il faut prendre en charge et l'appui de l'État seul ne suffit pas toujours. Ce 16 août, l'ONG APIL de Kaya apporte sa contribution à travers un don de 20 tonnes de maïs. Témoignage avec Namba Kouda et Draman Guéné. Le partage est immédiat, l'urgence l'exige. Des bénéficiaires directs et des maires des communes de Kaya, Pisla, Barsalgo, Boussouma et Korsimoro viennent enlever pour les déplacés ayant eu le domicile dans leurs différentes localités. Le Bon Samaritain, l'ONG APIL qui met sur la table 20 tonnes de maïs. L'ONG a pu mobiliser avec ses partenaires 20 tonnes aujourd'hui pour aider les efforts du gouvernement ainsi que les autres acteurs à ce que les élèves puissent avoir une vie digne dans la localité et que nous nourrissons l'espoir que la situation va se régler et qu'ils vont répartir seulement dans la localité pour continuer à faire l'activité de développement. Le geste est reçu, mais la main est toujours tendue. Le Salmatenga abrite actuellement plus de 135 500 déplacés internes qu'il faut nourrir, soigner et loger. L'urgence, je crois que c'est en termes alimentaires, en termes d'abri, en termes d'assainissement pour ces populations-là. Donc la situation est extrêmement critique et aujourd'hui nous avons bénéficié donc de l'aide de l'ONG APIL qui est venue en tout cas apporter près de 20 tonnes de vivres, ce qui va contribuer à soulager un tant soit peu la détresse des populations. Dans ce stock salvateur, 5 tonnes vont aux personnes en difficulté de la province et 4 aux familles d'accueil de certains déplacés. Il a été créé en 2017 et vise à encourager les productions journalistiques faisant la promotion de biotechnologies agricoles et environnementales. Il s'agit du prix OFAB. Pour cette 3e édition, 3 journalistes ont été distingués. Ils ont reçu leur prix des mains du ministre délégué de la recherche scientifique et de l'innovation ce 16 août. La cérémonie de remise avec Gérard Sommet et Oumar Zombré. C'est elle, Bessaoula Somé, journaliste à Radio Manivelle de Dano, qui est la lauréate de la 3e édition du prix OFAB 2019. Grâce à son œuvre, Doit-on avoir peur de la biotechnologie, elle remporte le premier prix. Moumouni Baro de la RTB2 au bassin et Marc Kowoma d'eau des éditions Sidoya complètent le podium. Les lauréats reçoivent chacun une attestation, un trophée et une enveloppe allant de 200 000 à 500 000 francs CFA. Les biotechnologies, en tant que femme, la femme donne naissance. Ça veut dire que la femme donne la vie. Et biotechnologie, c'est prendre une substance d'un organisme vivant pour joindre à un autre organisme pour avoir le produit souhaité. Nous vivons avec beaucoup de maladies et la plupart, on nous dit c'est OGM, OGM. Pourquoi tout cela? C'est ce qui fait que moi, en tant que femme, on appelle des biotechnologies. Mais nous pratiquons quand même les biotechnologies. Pour cette édition, le jury a enregistré 9 œuvres. Il en a examiné 7 qui répondent à la thématique. Ce nombre est en baisse comparativement aux années passées. Qu'à cela ne tienne, l'objectif visé est atteint selon les promoteurs et les autorités en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Ce prix, c'est justement pour encourager les journalistes à s'intéresser aux scientifiques, à ce que les scientifiques font, compte tenu des polémiques qu'il y a. Parce que vous voyez, dans tous les secteurs, il y a des développements. Nous consommons de plus en plus des téléphones modernes, des voitures modernes. Et quand il s'agit de l'agriculture, il y a beaucoup de débats. La presse contribue ici à la visibilité de la recherche, à la visibilité donc des résultats de la recherche, de tout ce que nous faisons. Et nous souhaitons effectivement que cela se poursuive et que ces résultats-là atteignent effectivement les bénéficiaires que sont les producteurs. Le prix OFAB récompense depuis 2017 les meilleures productions journalistiques sur les biotechnologies agricoles et environnementales. Rendez-vous est donc donné en 2020 pour la 4e édition avec une participation massive des journalistes, souhait des initiateurs.
Une main tendue aux personnes victimes de cancer. Le soutien se manifeste sous la forme d'une association qui s'est dévoilée à la presse ce 16 août. Elle se met à contribution pour sensibiliser et former les populations sur la prévention, le dépistage et les traitements liés au cancer. Mais dès à présent, elle appuie les personnes affectées en apportant une assistance morale et financière. La présentation de l'association avec Jean Sango et Nyarkiteda. Informer, sensibiliser les populations sur les maladies cancéreuses, voici tout l'enjeu de cette conférence. L'acte est porté par l'association dénommée Tieta Setandagara et signifie main tendue. On a l'intention justement de rentrer en contact avec des associations de personnes affectées, parce que ces associations aussi existent, et de toucher du doigt les difficultés qu'elles rencontrent. Et c'est à partir de cela que l'on pourra s'organiser pour mobiliser les ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient techniques, pour pouvoir apporter notre soutien. Pour ce faire, invite est faite aux populations à se faire dépister afin de contribuer à la prévention du cancer. Une conférence publique est prévue en octobre prochain et verra la participation des experts en santé. Un cadre pour discuter des types de cancers au Burkina Faso. Dans l'actualité, hors de nos frontières, c'est encore le blocage pour le navire Open Arms à des centaines de mètres de Lampedusa. Seuls quelques-uns des 134 passagers à bord ont été autorisés à débarquer. Plusieurs États se sont dit prêts à accueillir une partie des rescapés. Après plus de 2 semaines en mer, le navire Open Arms reste bloqué à quelques centaines de mètres de l'île italienne de Lampedusa. L'avenir des 134 passagers toujours à bord reste incertain, même si une poignée d'entre eux a été autorisée à débarquer pour des raisons médicales. 6 pays se sont dit prêts à accueillir chacun une partie des rescapés, un accord salué par Bruxelles qui appelle toutefois à trouver une solution durable. Cette situation où les gens sont bloqués en mer pendant des jours et des semaines est intenable. Une fois de plus, ça nous rappelle que des solutions durables sont urgentes en Méditerranée pour garantir que les gens puissent débarquer rapidement et en toute sécurité pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Ce n'est pas la responsabilité d'un ou de 2 États membres, mais de l'Europe dans son ensemble. Le ministre italien de l'Intérieur, pour sa part, refuse toujours de laisser débarquer les passagers de l'Open Arms. Matteo Salvini a signé un nouveau décret après qu'un tribunal administratif régional a autorisé le navire à entrer dans les eaux italiennes. Aucune solution en vue en revanche pour les 356 migrants secourus par l'océan Viking. Le navire est toujours bloqué entre Malte et l'Italie. Ils ont traversé de terribles épreuves au cours de leur périple jusqu'à la Méditerranée, notamment lorsqu'ils étaient en Libye. Nous entendons des histoires atroces de souffrances humaines. Les gens doivent donc être débarqués le plus vite possible. Des heurts ont éclaté au Cachemire et la situation reste tendue. Les manifestants sont en colère après l'annonce par New Delhi de la révocation du statut d'autonomie. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est d'ores et déjà saisi de la question. La situation reste tendue au Cachemire. Des centaines de personnes ont défilé ce vendredi dans les rues de Srinagar, la capitale d'été de la province. Des heurts ont éclaté après la prière. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de projectiles de petit calibre. Les manifestants de leur côté ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Le téléphone et Internet sont coupés depuis le 4 août, veille de l'annonce par New Delhi de la révocation du statut d'autonomie. Fait exceptionnel, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché ce vendredi sur la situation au Cachemire. Aujourd'hui, le monde entier discute de l'État occupé, de la situation des droits de l'homme au Jammu et Cachemire. C'est une situation effroyable avec des violations commises par l'Inde en toute impunité. L'Inde, de son côté, dénonce des ingérences de, je cite, fouineurs internationaux. De nombreuses puissances nucléaires s'inquiètent à l'image de la Chine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies
considère que les parties en présence doivent éviter toute action unilatérale qui aggraverait la tension puisque la situation est déjà très tendue et très dangereuse. Le ministre indien de la Défense, lui, s'est rendu à Pokhran, site symbolique où New Delhi avait procédé à des essais nucléaires en 1998. Il a laissé entendre que l'Inde pourrait revoir sa doctrine de non-recours en priorité à l'arme atomique. En ce qui concerne notre politique nucléaire, nous avons toujours dit ultime recours. Cependant, ce qui se passera dans l'avenir dépend des circonstances. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant.